Bonjour Léonie, Vous allez bien? très bien, merci. Pour commencer, j'aimerais bien vous demander comment est-ce que vous aimez qu'on vous présente? Je suis chercheuse en santé publique Ouais, dans un laboratoire à Marseille ok, et je dirige une équipe qui s'appelle Santercom, Santé et Recherche Communautaire. ok. Du coup, j'aimerais bien savoir en premier lieu, ça a été quoi le déclic qui vous a conduit vers la santé publique? Ça a été le fait de pratiquer en tant que pharmacienne. En fait, pour tout vous dire, j'ai démarré suite à mes études de pharmacie comme pharmacienne à Pigalle, Ok, dans un quartier un peu particulier, qui mêlait à la fois beaucoup de vulnérabilité et puis des spécificités très voilà liées à ce quartier qui vivait plutôt la nuit. Et donc voilà, mélange entre travail du sexe, usage de drogue et beaucoup de fêtes. Et voilà, ça m'a amené à vouloir questionner un peu ces différents espaces. ok. Ok, donc vous avez d'abord été pharmacienne à Pigalle et après vous êtes rentrée dans plutôt la pratique clinique? Ensuite, pharmacienne à Pigalle, avec un petit pas en milieu hospitalier, Ok, à côté de Pigalle, à l'hôpital Bichat. Et donc, ce petit pas de côté m'a amené vers la recherche en santé publique. ok, ok. Et pour vous, c'est quoi vraiment la différence entre la pratique clinique et la recherche plus au sens large? Pratique clinique, c'est vraiment de l'ordre de l'action. Mhm. On va essayer de prendre en charge des personnes. Après, je suis pas clinicienne, moi, j'étais Ouais. pharmacienne, donc je distribuais des médicaments. Je dispensais des traitements aussi bien à l'hôpital qu'en pharmacie de ville. Mais bon, c'est de l'action aussi. Et la recherche, ça vise plutôt à produire des connaissances et à documenter ce qui se passe aussi bien du côté de la clinique, mais aussi du côté des personnes qui sont concernées par la clinique, que ce soit les patients ou les intervenants en santé. Ok. Ok. Et du coup, pour parler un peu plus spécifiquement du domaine des drogues, quand on parle de ça, justement, enfin, nous, en tout cas, on a remarqué qu'on parle souvent d'addiction, on parle souvent d'usage compulsif, on parle souvent même des fois de manque de volonté. C'est des trucs qu'on peut voir dans les articles, etc. Enfin, surtout dans les médias. Et vous proposez un angle de lecture totalement différent. Et pourquoi c'est important de changer justement notre regard sur les drogues? D'une part, parce que la connaissance qui a été produite sur les drogues, elle a été essentiellement tournée vers les effets négatifs des produits Mhm. et vers cette complication qui est l'addiction. Donc on a énormément de données scientifiques, de connaissances sur tous ces enjeux-là, qui sont très importants surtout en termes de santé publique. Mais du côté d'usage qui serait pas forcément lié à une addiction, finalement, on a beaucoup moins d'informations. Et donc, nous, ce qu'on propose avec notre équipe et avec un angle un peu pluridisciplinaire, c'est d'essayer d'apporter des connaissances nouvelles sur les usages, de comprendre à la fois les motivations, la place des drogues dans la vie des gens, les fonctions des produits, pour essayer de mieux accompagner les usages également. Ok. Ok. Dans certaines publications, j'ai pu voir un terme qu'on parle de modèle socio-écologique de l'usage des drogues. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment on pourrait l'expliquer? Oui, en effet, c'était l'intitulé même de mon programme de recherche qui m'a permise d'être directrice de recherche à l'INSERM. L'idée, c'est de pas seulement étudier l'usage à l'échelle individuelle, donc au niveau de la personne qui consomme, mais c'est essayer de comprendre un peu l'influence des différents facteurs qui l'environnent sur l'usage. Et donc, ça va être des facteurs proximaux, très proches de la personne, qui peuvent être son entourage proche, sa communauté, mais ça va être aussi les facteurs liés à l'organisation du système de soins, du système en général de la société et à plus grande échelle la politique des drogues qui va également influencer les usages. Ok. Ok, donc c'est prendre, enfin en fait dans ce modèle, si je comprends bien, c'est prendre vraiment la consommation sous l'angle de c'est pas qu'un choix personnel, il y a plusieurs couches et plusieurs facteurs Qui influencent qui influencent. exactement. Ok. Mm. Et du coup, est-ce qu'on peut citer les différentes couches et les différents facteurs que vous prenez en compte?
Ça va dépendre un peu de la population et Ouais, de l'objet d'étude, mais on va prendre en compte les facteurs sociodémographiques liés à la personne, les différents comportements que la personne met en place. On va prendre en compte son accès aux soins. Est-ce qu'elle est entourée par des services adaptés? Comment la société réagit face à l'usage. Donc il y a tous ces enjeux de stigmatisation qui vont également impacter les usages et la santé des personnes. Voilà, et donc plus après c'est plus difficile d'étudier l'impact des politiques des drogues sur les usages et les personnes, mais on a quelques données quand même avec en tout cas à l'échelle de l'histoire des drogues, voilà, on peut tirer quelques conclusions. ok. Ok, et du coup, c'est un regard plus large et surtout moins péjoratif que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et est-ce que ça change justement la manière dont on peut concevoir des dispositifs de réduction des risques, d'avoir cette lecture moins péjorative, justement? Ça change plus que le dispositif, ça va changer l'attitude des personnes qui vont accompagner les personnes qui consomment des produits. C'est peut-être de pas avoir comme première représentation une vision un peu négative de la personne et de son usage, et de peut-être questionner l'usage comme un comportement un peu ordinaire pour comprendre pourquoi la personne consomme, qu'est-ce qui fait qu'elle consomme, qu'est-ce qui fait qu'elle consomme à risque, et donc ça permet peut-être enfin, on n'a pas encore trop de données sur tout ça, mais ça permettrait de mieux accompagner et de mieux, en tout cas, essayer de comprendre l'équilibre entre la fonction du produit et les complications liées à ces usages. Et Ok. donc voir un peu comment faire en sorte que les complications soient les moins problématiques ou les moins Ouais, présentes. ok. Et ouais, c'est de prendre un peu plus si je comprends bien, c'est de prendre un peu plus en compte l'humain et pourquoi cet humain-là choisit de faire ça et moins d'être centré sur est-ce que c'est légal ou pas de le faire. Oui, Ouais. complètement. En fait, la légalité devrait même pas intervenir au premier abord. La légalité, elle est là pour protéger les personnes, et malheureusement, si ce cadre légal il est plus nocif que protecteur, voilà, il faut peut-être remettre en question certains Mm. éléments. Est-ce que ce modèle, il permet aussi du coup de déconstruire les stéréotypes sur les usagers de drogue? C'est un peu l'objectif, hein, les stéréotypes font beaucoup de mal. Ils stigmatisent et ils n'apportent pas grand-chose, si ce n'est que ça marginalise les personnes, que ça les maintient dans le silence ou l'invisibilisation. Donc, l'idée, c'est de dialoguer et de pouvoir accompagner avec des outils adaptés et de proposer tout ce que la personne enfin, tout ce dont elle peut avoir besoin. Ok. Vous travaillez du coup depuis longtemps sur les différents usages des drogues. Et quelles substances, selon vous, méritent... est-ce qu'il y a des substances déjà qui méritent une attention particulière aujourd'hui, que ce soit pour leur usage croissant ou pour les idées reçues qui les entourent? Et quelles sont-elles, si elles existent? J'avoue qu'on essaie justement de décloisonner un peu les représentations en fonction des différents produits. Ouais, Je dirais qu'il n'y a pas une bonne drogue et une mauvaise drogue. C'est plutôt ce qu'on en fait et comment on le fait. Euh, on a beaucoup de connaissances sur les opiacés parce que ça a été les premiers produits, l'héroïne, qui a amené à des actions de santé publique qui a permis qui a permis, oui, de produire des connaissances sur comment répondre à ces usages qui notamment étaient liés à l'épidémie de VIH, puisque l'héroïne était majoritairement injectée au départ et donc a été un des facteurs de transmission du VIH. Euh, Aujourd'hui, donc, on a la question des stimulants qui est extrêmement présente. En France, la cocaïne. Donc oui, c'est une question qu'il faut absolument qu'on essaie d'aborder et à laquelle il faut proposer des réponses.
Mais pour proposer ces réponses, ben, il faut essayer de comprendre un peu les usages et pourquoi les gens consomment. Donc ça, on l'évacue toujours et nous, on essaie de proposer justement une recherche qui viendrait éclairer un peu toutes ces questions-là. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut citer les différents types d'usages qu'il existe? Je dirais qu'il y a autant d'usages que de personnes. Ouais. Ok, il n'y a pas des... Par exemple, le côté médical, ou enfin, il y a des... Est-ce qu'il y a Des certaines... fonctions différentes, Ouais, il des va y avoir fonctions différentes plutôt, ouais. probablement des motivations différentes. Et encore souvent, ces motivations, elles sont poreuses et floues, les Hmm, frontières sont un peu floues. Euh, je peux vous décrire rapidement ce que la littérature raconte sur ces différents usages. Il n'y a pas énormément de littérature, il y en a un petit ouais, peu, mais quand on la compare à la littérature sur les complications, là, c'est sans aucune mesure euh, absent comparé à donc à ces effets négatifs. On a à peu près, en général, on classe 5 ou 6 types d'effets recherchés. Les effets thérapeutiques, les fonctions cognitives, fonctions sociales. On va trouver les fonctions émotionnelles, un peu en lien avec les émotions et la santé mentale aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'hédonie et de la recherche de plaisir. Après, il y a, voilà, ouais. on peut encore citer de nombreuses fonctions, mais c'est celles qui reviennent assez fréquemment dans les différentes études. Ok. Parmi ces substances, nous, on a pu remarquer en travaillant sur Internet justement que il y a des substances qui font pas mal parler à certains moments pour X ou Y raison. Parmi elles, en ce moment, la kétamine fait quand même pas mal, on a remarqué que ça faisait quand même pas mal parler. Quel est l'intérêt, si on peut appeler un intérêt, de ce genre de substance aujourd'hui, que ce soit en médecine ou en usage plus large? La kétamine, comme qui est un psychédélique apparenté, même si ça fait Mhm. débat, mais en tout cas ça, pour beaucoup, ça rentre un peu dans la catégorie des psychédéliques. Elle rentre un peu aussi dans cette réémergence de l'usage des psychédéliques aujourd'hui, Ok. la renaissance psychédélique, comme on l'appelle. Et donc avec son effet dissociatif, apporte un intérêt en termes de prise en charge des troubles psychiques qui a démontré une efficacité dans de nombreuses recherches cliniques sur la dépression, sur la dépendance à d'autres produits, sur stress post-traumatique, ainsi que enfin de nombreux troubles. Donc ça a été avéré via des données issues de la recherche clinique. Et il se trouve que les usages sont de plus en plus prévalents. Mm. Euh, et même en milieu festif ou dans des contextes profanes euh, dans lesquels les usagers reconnaissent ces effets-là. Ok. Donc nous, on a mis en place d'ailleurs une étude pour essayer de comprendre un peu les usages profanes, entre guillemets, des psychédéliques, y compris la kétamine. Ok. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a un... On parlait tout à l'heure de réduction des risques. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place sur ces substances ou est-ce que c'est plus compliqué que pour une autre substance? Non, la réduction des risques est possible pour tout produit. Pour la kétamine, on en est un peu au balbutiement malheureusement parce que ce sont des usages qui sont assez récents, même si ça a été consommé déjà depuis les années 90 dans le milieu du festif, mais aujourd'hui il y a vraiment une diffusion dans beaucoup de milieux. Et malheureusement, les effets de la kétamine sont rapidement assez délétères pour l'organisme et notamment sur le système urinaire. Donc, Ok, avec à travers des consommations massives et répétées, peuvent être irréversibles en fait. Donc voilà, ça c'est de plus en plus documenté. Les usagers font remonter des effets en lien avec ces complications. Et donc il y a tout un travail à faire sur comment on informe les usagers sur l'usage, enfin sur comment réduire les risques liés à ces consommations-là. ok.
Ok. Nous, on a pu remarquer aussi, dans un sens plus large, que en faisant la recherche justement de qui consomme, que en fait, c'est un peu tout le monde. Enfin, il n'y a pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas forcément de type de profil très particulier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué vous aussi dans Ah oui, oui, vos... c'est vraiment, ça se diffuse dans tous les niveaux de la société, les jeunes, les moins jeunes, voilà, les personnes vivant dans des situations aisées ou pas. Et c'était plutôt restreint au milieu festif auparavant, mais là, ça diffuse voilà, dans tous les milieux. Hmm, ok. Ok. Vous avez travaillé aussi sur des cohortes très importantes comme Cosinus, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, Cosinus, donc c'est une cohorte, donc un suivi, enfin une recherche qui a consisté à suivre des personnes qui injectent des drogues et qui avait pour objectif principal d'évaluer l'impact des salles de consommation de drogue à moindre risque, plus communément appelées salles de shoot par nos collègues journalistes. Un terme qu'on évite, hein, parce que c'est pas seulement des salles de shoot, mais c'est vraiment un service de santé publique qui mérite mieux que salle de shoot. Et donc cette cohorte, elle a duré 2 ans. Elle a permis de suivre des personnes. Chaque personne a été suivie pendant 12 mois avec un questionnaire donc qui a été passé à l'inclusion à 6 mois, à 12 mois, pour essayer de comprendre un peu les pratiques à risque de ces personnes, les conditions de vie, et de montrer, enfin, de comparer les personnes qui avaient eu accès à une salle de conso et celles qui n'avaient pas eu accès, Ok. et de voir un peu s'il y avait un impact sur la santé. Et donc, on a pu démontrer des effets majeurs sur les overdoses, sur les abcès, sur l'injection dans l'espace public, etc. Ok. Qui a Ok. permis d'ailleurs de faire en sorte que ce dispositif passe dans le droit commun, enfin qui a été donc elles ont été reconnues comme halte soins addiction, et donc elles sont aujourd'hui accessibles à Paris et Strasbourg, même si visiblement il y a une menace de fermeture de ces lieux, mais bon, ça c'est un autre débat. Ok. Ouais, donc tout vise à mieux accompagner l'usager et à mieux le sécuriser aussi dans ce contexte-là, quoi. Voilà, et donc avec cette approche socio-écologique, l'idée là, c'est de proposer un dispositif pour des personnes qui injectent dans l'espace public, qui n'est pas un lieu adapté pour l'injection, et donc on leur permet d'injecter dans un lieu Ouais. plus sécurisé, avec l'accès au matériel stérile pour éviter la transmission des infections. Ok. Du coup, dans ce cadre-là, de ce que j'ai compris aussi, vous avez pu travailler sur l'éducation à l'injection, dont on parlait après. Euh, Comment ça s'est passé justement tout ça? Ça s'est bien déroulé? Alors, l'intervention à l'early, comme on l'appelle, donc Ouais. accompagnement, éducation au risque lié à l'injection, ça a été proposé par les usagers, par les intervenants du milieu festif, il y a dans les années Ok. 90-2000. Voilà. Ok. Les premiers à avoir créé cette intervention, ce sont les personnes issues des communautés qui injectaient elles-mêmes et qui se sont dit, il faut absolument qu'on puisse Hmm. former nos collègues à mieux injecter. Et donc, de là est née la volonté de un peu protocoliser une intervention. Et nous, on nous a sollicité pour évaluer cette intervention, pour pouvoir en démontrer l'efficacité et faire en sorte qu'elle soit ensuite, qu'elle soit répliquée, ou, enfin, en tout cas, euh, qu'elle soit proposée comme un service de réduction des risques. Ok. Voilà. Et la petite anecdote, c'est que quand j'ai revu la personne qui avait créé, qui avait été l'initiateur de cette intervention, et que je lui ai raconté qu'on avait publié dans des revues internationales, elle s'est mise à pleurer dans mes bras, d'émotion. J'imagine. J'imagine. Comme vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous êtes aussi impliqué dans le réseau AREN, donc qui mêle chercheurs et personnes concernées. Moi, j'aimerais bien savoir comment cette approche justement participative, elle change concrètement les choses dans la recherche. Le réseau Arène, donc c'est vraiment venu d'une volonté de pouvoir créer un espace pour que les chercheurs, chercheuses et les personnes issues des communautés puissent se rencontrer et puissent produire des recherches
en lien avec les besoins des personnes et surtout des recherches euh, qui permettent de produire des données qui vont faire avancer un peu la réduction des risques. Ouais. L'idée, c'est que la science serve à la transformation sociale et en proposant des actions qui sont adaptées et qui soient efficaces. Donc, cet espace, on l'a créé il y a 3 ans. Ça a fait l'objet de 3 séminaires à Marseille, Mhm. avec à peu près une soixantaine de personnes. Et ça dure à peu près une journée et demie. Pendant ces séminaires, on essaie de d'identifier des priorités et en fait ces priorités-là, c'est pas les chercheurs qui les proposent, c'est vraiment les usagers et les personnes issues des associations qui connaissent bien le terrain et qui savent où sont les priorités et comment essayer de proposer des projets voilà qui servent tout ça. Donc, on a pu mettre en place un projet avec Technoplus et puis la faculté de l'Université de Lille, Christian Ben Lagdar, pour évaluer le test salivaire des stupéfiants dans le contexte des contrôles routiers. Ok, Voilà. ok, Et ça, c'est clairement un projet qu'on on n'aurait pas eu l'idée forcément de travailler sur cette question-là. Et ça a été une priorité pour les personnes. ok. Ok, donc ça change vraiment de ce que je comprends, ça change aussi les résultats et la pertinence des recommandations, d'impliquer directement justement ceux qui sont sur le terrain et qui le vivent ou qui sont proches de ceux qui le vivent dans les, dans les recommandations et dans ce qui peut être mis en place, quoi. C'est surtout que ensuite, les données de la recherche vont servir les politiques publiques. Et ces politiques publiques, si elles sont mises en œuvre, ben, elles vont avoir un impact direct sur la vie des usagers. Ouais. Voilà. Ok, Et je ok. voulais juste rajouter, tant que j'y pense, quand j'ai parlé de cette anecdote, je ne sais pas si vous la garderez ou pas, mais sur cette intervention à Early, qui est Ouais. née d'un usager et d'un intervenant en milieu festif. Et je voulais juste rendre hommage à cette personne parce qu'elle nous a quittés l'année dernière. C'est Pascal Pérez. Et Ok. voilà, quand il a appris que je lui ai raconté que ton intervention, c'est grâce à toi, mais on l'a publié et on en a fait vraiment une intervention reconnue à l'échelle internationale. Voilà, il a été très ému et m'a pleuré dans les bras. Donc c'était voilà un moment pour moi qui a beaucoup Ouais. d'importance. Ouais, j'imagine. Et ça a émergé des discussions au sein d'Aren et ça a été vraiment aussi au-delà du projet qu'on a soumis, ça a été une des priorités, c'était de pouvoir parler autrement des drogues, d'avoir un autre narratif sur les drogues et de pouvoir faire émerger la question des fonctions et des bénéfices. Donc après, le terme bénéfice a été beaucoup discuté. Peut-on parler de bénéfice? Aussi bien le choix du terme que voilà que ce que ça implique. Mais on a eu beaucoup de discussions et ça, moi, de côté de la recherche, ça a permis d'ajouter des questions à notre projet en cours, Check Now. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet en cours sur Check Now? Ce projet Check Now, il a pour premier objectif d'évaluer l'analyse de drogue, qui est un service de réduction des risques qui est en plein déploiement en France depuis quelques années, et donc qui consiste à permettre aux personnes qui consomment de faire analyser leur produit, que ce soit de la poudre ou des comprimés. Ok. Et donc les personnes ont le résultat dans un délai plus ou moins long, Ok. idéalement le plus court possible. Et donc ça, c'est possible en milieu festif, ça peut être fait dans des centres de réduction des risques, des CARUD, et ça peut être également fait par voie postale pour les Ok. personnes qui n'ont pas accès à ces services. Donc nous, on a proposé pour évaluer ce dispositif qui est complexe parce que c'est à l'échelle nationale, on a proposé une cohorte comme on avait fait sur Cosinus pour essayer de toucher un grand nombre de personnes qui consomment des produits, aussi bien des personnes qui seraient exposées à l'analyse de drogue et d'autres qui seraient pas exposées à l'analyse de drogue pour pouvoir comparer justement deux groupes, un groupe témoin et un groupe qui a accès à l'intervention. Donc ce projet de cohorte, il est en cours. On a recruté 1360 personnes. On les suit tous les 6 mois par un questionnaire.
en ligne. Donc c'est une e-cohort, ce qui génère un biais puisqu'on touche les personnes les plus connectées. Mais c'est déjà bien parce que c'est un public qu'on touche rarement finalement dans les projets de recherche, puisque c'est des usagers qui sont ni recrutés dans des centres d'addictologie, ni recrutés en population générale. C'est vraiment des consommateurs, voilà, qui se reconnaissent comme tels. Et donc voilà, les résultats sont en cours enfin, en tout cas les analyses sont en cours et Hmm. voilà, on va avoir je pense des résultats intéressants. Euh, que dire de plus sur Check Now? Bah, c'est que ce réseau AREN nous a permis. Donc, ce projet Check Now, il a été réalisé en collaboration avec Psychoactif. Ça, c'est important de le dire, puisque c'est vraiment un projet de recherche communautaire, comme on a l'habitude de le faire au sein de l'équipe Centercom. Donc, tout est pensé par les personnes concernées. On travaille ensemble à toutes les étapes du projet de recherche. Et donc, ce projet Check Now, ça nous a donné l'idée de faire un conseil communautaire qui est composé que de personnes concernées par l'usage ou d'associations pour favoriser la parole. Et puis, suite à ce conseil communautaire, ben, on a créé le réseau AREN pour pouvoir avoir vraiment un espace dédié à ces échanges autour de la recherche communautaire. Et suite aux premiers échanges au sein d'AREN, on a pu ajouter des questions dans les questionnaires de la cohorte sur les bénéfices, entre guillemets, sur les effets recherchés par les personnes. Voilà. Ok, ok. Ok, intéressant. Ouais, c'est pour accompagner les gens dans le fait qu'ils sachent ce qu'ils consomment et que toujours dans cette démarche de sécuriser, entre guillemets, Les leur... usages. ouais, ok. Ok, hyper intéressant. J'avais une question aussi sur qu'est-ce qui freine aujourd'hui la mise en place des politiques de réduction des risques plus ambitieuses? Et les représentations sur les drogues et sur les personnes qui consomment des drogues. Ok. En fait, en essayant de faire le parallèle entre la science et les politiques qui mettent en œuvre des politiques publiques. Finalement, la science est extrêmement influencée également par la politique. Ouais. Et donc, malheureusement, elle est souvent orientée pour documenter des réalités en fonction de ce qu'elle porte comme valeur, comme norme. Euh, donc, ce qui freine, c'est vraiment l'acceptabilité des personnes à proposer des interventions qui accompagnent les usages, en fait. Ok. Ouais, parce que du coup, j'imagine qu'il y a plus d'études et plus de recherches, plus de demandes de recherche dans des domaines qui sont plus acceptés politiquement et Sûr. dans la culture du pays Bien que sûr, sur d'autres qui pourraient être plus utiles, on va dire, pour les consommateurs directs. c'est sûr. Bah, il y a un exemple frappant, c'est le financement des sciences sociales Hmm. et le financement des sciences médicales ou des Ouais. sciences fondamentales. Euh, et aujourd'hui, bon, ben, le cas américain est assez criant. Voilà, enfin, le gouvernement a décidé d'évacuer des thématiques qui ne correspondent pas à ses valeurs. Voilà. La question des minorités de genre, la question de l'écologie et la question des femmes. Voilà. Ouais, je vois. Je vois. Vous, de votre côté, est-ce que vous voyez que les choses bougent quand même ou qu'il y a encore énormément de tabous? Je dirais qu'elle recule. Ouais. Voilà. C'est un peu triste, mais bon, on garde espoir évidemment. Mais j'avoue que on est dans une société de plus en plus réactionnaire, donc les discours sont de plus en plus violents, les personnes vont de plus en plus mal. Est-ce que tout ça c'est lié? Probablement. Ouais, ouais, je vois. Je vois, je vois. Et selon vous, qu'est-ce qui est important de conserver pour pour continuer de changer le regard, entre guillemets, au moins du public, s'il y a des sujets sur lesquels on peut pas trop avoir d'impact, comme les politiques ou des choses comme ça, qui sont plus, où on subit un peu aussi plus. Est-ce que l'information, la recherche, tout ça, ça peut aider justement Les éléments, je dirais, d'abord c'est l'indépendance de la science et de Ouais, favoriser la recherche
et de voilà d'essayer de promouvoir une recherche indépendante et innovante sur des questions voilà qui nous sembleraient un peu parfois folles mais qui nous permettent de faire avancer un peu la connaissance. Et la deuxième, c'est la dissémination sociale des travaux de recherche, c'est de vulgariser au maximum tout ce qu'on fait et de pouvoir transférer nos connaissances dans un langage compréhensible. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de nos missions. Et on n'est pas toujours bon à faire ça, mais nous, on essaie d'y travailler vraiment parce qu'on travaille en plus avec les communautés, donc on le fait de toute façon dans nos projets de recherche. Mais pour le grand public, c'est important de pouvoir vulgariser et puis voilà, essayer d'expliquer un peu en des termes plus simples ce que sont les connaissances qu'on produit et ce qu'elles amènent comme changement. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour justement l'avenir dans le champ des drogues? Bah alors c'est le champ peut-être des recherches autour des psychédéliques et du cannabis parce que Ouais. il y a énormément de travaux mais du côté du thérapeutique donc il faut sortir un peu de ça aussi parce qu'il n'y a pas Mm. que le thérapeutique. Les usages peuvent se faire dans des contextes non pathologiques donc voilà ça donne espoir parce que ça donne un autre regard sur les produits. Ouais. Après il faut faire attention à ne pas considérer les drogues, enfin de hiérarchiser, disons, la place des produits. Voilà, les bonnes drogues, les mauvaises drogues. Mm. Voilà, essayer de garder un œil sans jugement Mm. sur ces usages et ces produits. Ok. Vous, qu'est-ce qui vous touche le plus justement dans les témoignages ou les parcours de personnes que vous pouvez rencontrer ou croiser? Hum, Alors, tout récemment, on en est venu à questionner un peu ce que les drogues font dans les parcours de vie des gens. Mm. Des témoignages poignants sur certains produits, ça peut être les psychédéliques, ça peut être même le crack pour certaines personnes qui vivent dans la rue. Sans ce produit, je serais mort en fait. Voilà. Et sans, voilà, il y a des témoignages, on pense pas que ça puisse se dire Ouais. ou se vivre, mais il y a des personnes, et je pense qu'il y en a plus qu'on ne l'imagine, voilà, qui passent par là. Et après, je peux inclure aussi l'alcool dans tout ça, hein. Ouais. L'alcool étant un produit psychoactif, ça aussi, on questionne pas suffisamment l'alcool sous cet angle-là. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir, que vous voulez ajouter par rapport à ce qu'on a dit? Peut-être, donc ça c'est plus des choses que j'avais oubliées, mais Ouais. c'est la création du réseau Arène qui s'est fait avec, si je l'ai peut-être dit, mais avec la création du réseau Arène, donc qui a été possible et impulsée par Psychoactif et avec Ouais. Pierre Chapard, qui est un collègue voilà important pour moi parce qu'il m'a permis aussi de proposer une recherche comme je l'entends un peu voilà participative communautaire et à des fins sociales quoi et sociétales et de transformation sociale. Tout comme mes collègues marseillais, voilà, avec Nouvelle Aube, Joachim Lévy, c'est vraiment des acteurs associatifs, des partenaires de la recherche forts pour moi. Euh, peut-être, je voulais peut-être revenir sur l'importance de la pluridisciplinarité Ouais. dans la recherche sur les drogues, parce que les usages, c'est complexe à comprendre, et Ouais. comme je disais, c'est C'est pour un, eux. ouais, c'est poreux, Mm. c'est multidimensionnel, les facteurs sont tellement variés et on peut agir sur différents facteurs, mais souvent on s'intéresse qu'aux facteurs individuels parce qu'on voilà, on pense que c'est la personne qui va pouvoir changer mais quand on change l'environnement, ben, les usages et les complications changent aussi. Ouais. Euh, et donc cette pluridisciplinarité, elle permet donc ce regard un peu multiple et sur la question des drogues. Donc avec nous, on mobilise la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques, l'économie, l'épidémiologie, l'histoire. Enfin, c'est là où on produit des recherches vraiment assez
assez Important. originale et très satisfaisante. Ok. Ouais, parce qu'au lieu de s'intéresser à un usage que dans un contexte spécifique, on prend vraiment en compte les différents facteurs et toutes les couches un peu qui peuvent, on essaie de prendre au maximum, le maximum de choses qui peuvent justement influencer la consommation et pourquoi une personne à un moment donné consomme ce produit-là et pas dans un seul cadre je sais pas, il est à la rue ou quelque chose comme ça, pas le réduire à qu'un seul truc, mais le lier à Et tout un essayer champ de... d'éviter les étiquettes Ouais, voilà, qu'on c'est ça. pose sur les personnes et qui sont souvent très enfermantes et stigmatisantes, quoi. Ouais. Ok. Eh bien, où est-ce qu'on peut suivre vos travaux et soutenir vos projets? Bon, il y a le site du CESTI Ok. que je vous invite à consulter. Comme ça, vous verrez un peu la diversité des projets qu'on propose autour du VIH, autour voilà, de la réduction des risques et puis de la santé des personnes LGBT. Ça, c'est pour notre équipe Centercom. Après, il y a deux autres équipes qui travaillent sur le cancer et méthodes quantitatives. Ok. Euh, ensuite, le réseau Arène, vous pouvez aller, il y a un site, réseau Arène, vous pouvez regarder un peu, suivre ce qu'on fait, ce qu'on y fait au sein de ce réseau. Ouais. Voilà, et puis après, on intervient à plein d'endroits, conférences, débats, médias, etc. Donc peut-être qu'on s'y recroisera. Ok. Super. Super. Bah, merci beaucoup, Perrine. Merci Léonie. Du coup, bonjour, Pierre. Bonjour, bonjour Léonie. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Oui, ça va, merci. Pour commencer, j'aimerais bien vous demander déjà comment est-ce que vous aimez qu'on vous présente? J'aime qu'on me présente de deux manières, ou en fait, à la fois comme président de Psychoactif, qui est une association de personnes qui utilisent des drogues, qui fait de la réduction des risques sur Internet et qui combat la stigmatisation liée à l'usage de drogue, Ok. mais aussi comme chef de service d'un XAPA, donc qui reçoit des personnes addictes, voilà, pour les aider dans leur, soit gérer leur consommation, soit quitter leur dépendance. Ok. Ok, Je suis à intéressant. la fois un usager et un professionnel. J'ai les deux côtés. Ok. Ok. J'ai vu que vous aviez commencé en enseignant les maths, si je ne me trompe Oui. pas. Ah, Oui. vous êtes tombé là-dessus. Ouais. Et vous êtes Oui. maintenant une des figures majeures quand même Ouais. des politiques de drogue. À quel Ouais. moment on bascule? Enfin, qu'est-ce qui a fait que... Je suis resté 2 années prof de maths. Ouais. Autant dire que ça m'a pas du tout convenu. Voilà, bon, notamment la salle des profs, je trouvais ça que c'était une horreur. Et puis en même temps, bah, en même temps, je consommais des prods et Mhm. voilà, j'allais chercher du matériel dans une association de réduction des risques. Et c'est comme ça que j'ai Ok. découvert la réduction des risques. Ok. Du coup, en gros, on m'a viré des maths, mais du coup, j'ai connu la réduction des risques et c'est comme ça que j'ai connu mon ascension dans la réduction des risques. D'abord en tant qu'usager, puis en tant qu'on appelle père aidant, c'est-à-dire un usager professionnel dans une structure. Voilà, Ok. puis bah, après, il y a plein d'autres choses après. Ok. Il y en a beaucoup qui vous appellent, enfin, quand ils vous Ouais. parlent de vous, ils vous appellent militant. Est-ce que c'est un terme qui vous va? Oui, ouais, moi je préfère activiste. Ok. Je préfère activiste de la réduction des risques parce qu'il y a le mot action dedans. Ouais. Voilà, j'ai aussi été président d'ACT UP, donc, qui est Ouais. aussi une association de lutte d'activistes contre le sida. Ouais. Voilà, j'aime mieux que Ok. militant. Ok. Voilà, militant, ouais, non. Il y a quelque chose de très incarné du coup dans votre trajectoire, de ce Ouais, que je remarque. ouais, Du coup, votre propre rapport à l'usage, il a modelé, j'imagine, cette façon de penser et d'agir. ouais, ouais. Oui, mon rapport à l'usage, après, c'est travaillé aussi tout au long de ces années, puis avec les différentes personnes que je rencontre, hein, mais moi, il s'est aussi modelé dans mon rapport à l'usage, dans la rencontre de la réduction des risques, qui, pour moi, a été une révélation. Ouais. En disant que, il y a enfin des personnes, une politique qui me prend en compte et qui me regarde pas avec des gros yeux ronds, qui me stigmatise pas. Ok. Voilà, même après, si ça s'est un peu
ça a un peu changé. En tout Hmm. cas, la rencontre avec la réduction S, ça a été quelque chose de très important pour moi. Ok, Alors, voilà, modeler mon rapport à l'usage, sachant que voilà, mon rapport à l'usage, c'est le fait bah, qu'on peut être heureux tout en prenant des drogues, que c'est là, on peut être dépendant tout en prenant des drogues. ouais, C'est pas, c'est deux choses qui sont assez séparées en fait. Voilà. Et ça, c'est ça qui me porte. ok, Voilà, c'est vraiment ça. Parce que moi, je suis aussi alors, avant moi, il y a eu aussi ASSUD, une association d'autosupport d'usagers de drogue, dont le nom du journal était Les Drogués Heureux. Je me reconnais assez dans cette maxime du journal de l'ASSUD. ok. Vous nous avez dit que vous avez été président du coup d'Act Up Paris. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? Est-ce que ça a influencé la suite? Alors oui, parce que cette période-là, c'était en plein... enfin, la réduction des risques, elle allait pas très bien à l'époque. Elle avait un coup de mou, comme on appelle. C'était Sarkozy qui était au pouvoir, son conseiller pénal qui était président de la MILDECA, qui est l'organisation qui s'occupe de la politique des drogues en France. Et en fait, il voulait en gros... enfin, la réduction des risques n'avançait plus. Et c'est pendant cette période que moi et quelques autres, on a fait un peu des apps à la Act Up pour essayer de faire avancer la réduction des risques, notamment l'installation d'une vraie fausse salle de shoot Ok. dans les locaux d'Assud en 2009 et qui a permis de lancer le débat sur les salles de consommation qui a abouti 7 ans plus tard avec la mise en place de deux salles de consommation à Paris et à Strasbourg. Ok. Voilà. Donc Act Up, c'est ça, c'est une certaine manière de faire de la politique, d'interpeller les responsables et les journalistes avec des actions un peu flamboyantes, mais qui marchaient à l'époque. Ouais. Ok. Vous avez aussi travaillé du coup dans un CARUD. Oui, Oui. oui, Et après, donc, on a parlé de diriger un XAPA aujourd'hui. Qu'est-ce ouais. que justement le contact direct des gens, il vous a appris justement qu'est-ce que vous avez appris au contact Ah, en direct? fait, le contact direct des gens, je l'ai déjà, moi, parce que je suis déjà un usager. Oui. Euh, voilà, c'est plutôt le contact direct des usagers précaires Ouais. qui sont vraiment en situation de grande précarité, notamment dans les CARUD. Et ce que ça m'a appris, c'est que en fait, c'est pas les drogues qui transforment les usagers comme on les voit, c'est-à-dire voilà, mais en fait, c'est un parcours de vie absolument horrifiant. C'est la précarité, c'est voilà qui transforme les gens, qui transforme les gens comme ça. C'est absolument pas les drogues. Les drogues, pour eux, pour eux et voilà, c'est bien une question de survie, Hmm. voilà, pour affronter aussi la réalité, affronter la violence de la précarité, la violence de la vie. Faut se dire aussi que c'est une solution imparfaite qu'ils ont trouvée pour affronter la vie. Voilà. Ouais, Et ouais. c'est une adaptation, quoi. Enfin, c'est une C'est solution une adaptation, d'adaptation à ce c'est moment-là. Ouais. beaucoup de drogues d'ailleurs, c'est des stratégies adaptatives, hein, que ce soit Ah ouais. pour n'importe quel usage, hein. Et, les Hmm. personnes dans la précarité ont trouvé ça. Voilà, souvent c'est des personnes, moi j'en reçois ici aussi dans le SAPA, c'est des personnes multi-traumatisées, et ben qui s'arrangent pour cacher leur trauma comme elles peuvent. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Et elles sont finalement s'en démerdent pas si mal. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui, dans ce type de structure, selon vous, qu'est-ce qui doit encore évoluer? Dans les carrés ou les XAPA, parce que Hmm. Non, je sais pas. on va parler d'Exapa plus précisément, je pense. Ouais, l'Exapa. Bah, moi, je pense que, alors, l'Exapa, c'est encore très, très axé sur l'arrêt des drogues, Ouais. alors que ça devrait être beaucoup plus axé sur la réduction des risques et sur la gestion des consommations. Ok. Voilà. Bon, bien souvent, dans l'Exapa, on ne sait que proposer de l'arrêt des drogues. On envoie les gens en cure. Souvent, Ouais. ils n'y arrivent pas. Ils reviennent. On fait ça 10 fois. Bon, voilà, ça marche pas. Je pense qu'en fait, on a tout un panel d'outils à développer dans l'Exapa qui n'est pas encore fait, hein, mais pour aider les gens à gérer leur consommation. Voilà, Ok. quoi qu'il arrive. En fait, c'est quand les gens arrivent en Xapa, elles disent souvent il faut que j'arrête. La première, non, mais c'est en fait, il faut que j'arrête la galère qui est autour de la prise de prod. Souvent, elles n'ont pas envie d'arrêter les prods, hein.
Mm. On a envie d'arrêter, de dépenser son argent, dépenser son temps, de côtoyer du monde qui lui convienne pas, voilà. Mais voilà, donc il faut qu'on arrive nous à se décaler un peu, ce qui n'est pas encore fait, hein, mais pour les aider à gérer et puis reprendre en main leur vie, quoi. Mais avec la gestion des consommations, parce que encore une fois, la gestion des consommations, c'est une béquille. Et on peut pas ôter les béquilles aux gens comme ça et leur dire, bah maintenant, ça va aller mieux, tout va aller mieux. Non, ça va aller moins bien parce qu'il n'y a plus la béquille. Ouais, Bah, donc, ouais. Ouais, donc, il faut réussir à les accompagner justement pour que ça se passe oui, le mieux possible et ouais, ok. oui, 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 en conservant les bénéfices qu'ils ont, Ouais, les fonctions et les bénéfices qu'ils ont à leur usage. ouais, Voilà, on travaille beaucoup sur les bénéfices et fonctions des drogues. C'est un truc un peu, comment dire, hérétique en période de prohibition. ouais, Les bénéfices de l'usage de drogue, mais en fait, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on prend des drogues. Voilà, c'est pour ça qu'on prend des drogues. Et donc, on peut pas ôter, quand les gens viennent nous voir, on peut pas ôter leurs bénéfices et ne rien faire, rien en faire. mm, ok. Donc, retrouver les bénéfices avec les personnes, ça permet aussi de redonner du sens à son usage et de sortir de l'aliénation, de la stigmatisation des drogues. Et Ouais, ça, nous, on l'a fait en groupe, à Psychoactif, on en avait marre d'être maltraité par la société. Et puis dans un de nos week-ends à psychoactifs de travail, on s'est mis autour de la table, puis on a commencé à noter tous les bénéfices qu'on avait liés aux drogues. Et puis ça a été un grand moment de résilience communautaire, de désaliénation. On s'est dit, ah, mm, ben, on est aussi ça. Voilà, ouais, on est aussi ces bénéfices. ouais, Voilà, donc c'est devenu après, il n'y a pas si longtemps, mais une revendication politique en disant, mais dans la politique des drogues, il faut qu'on parle des bénéfices parce que les usagers ont besoin de l'entendre pour lutter contre la prohibition et la stigmatisation qu'ils endurent. ouais. Ouais. Du coup, on a parlé aussi de psychoactifs. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la création de psychoactifs. C'était quoi Ouais. le besoin à l'époque? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ça? Et ben, on était deux personnes, moi et ma compagne à l'époque, et en fait, on vivait bien avec les drogues. Et au début, on a cherché à fonder un groupe de parole pour partager des tips, des astuces sur la réduction des risques. Un groupe de parole physique. Ok, Et on n'a jamais trouvé. On n'a jamais trouvé quelqu'un comme nous qui a envie de parler de réduction des risques. Voilà. Et donc, du coup, on a eu l'idée de le fonder sur Internet. mhm, Donc, du coup, c'est Psychoactif, c'est quoi? Une espèce de groupe de parole sur Internet pour parler de réduction des risques. Et ben, c'est comme ça que ça a été créé, puis c'est comme ça que c'est devenu. Ça a marché voilà, extrêmement bien. Donc, voilà, dès le début, contrairement à d'autres groupes d'usagers de drogue sur Internet, dès le début, Psychoactif, c'était pour parler de réduction des risques et à l'usage de drogue. ok. Oui, du coup, Ouais, avec cette plateforme, c'est de ce que ouais, moi j'en connais ouais, personnellement et de ce que j'ai pu voir aussi, c'est un lieu ouais, d'entraide, ouais, de ressources, d'écoute. Enfin, c'est ouais, un espace en fait où les ouais. différentes personnes peuvent trouver. C'est un repère en fait, un petit peu. C'est un espèce de repère sur Internet où les gens peuvent se Ouais, c'est ça. connecter. Ouais, c'est Ok. un peu devenu le repère où les Mm. usagers peuvent venir sur Internet sans stigmatisation, encore une fois. Ils peuvent livrer leur discours et ils vont pas être pointés du doigt. Sur Psychoactif, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Un, c'est qu'il n'y a pas de bons mauvais usagers, pas de bons et mauvais usages. Ouais. Et on fait pas on classe pas entre les personnes qui consomment de l'alcool, les personnes qui s'injectent. Voilà, les personnes qui sont en festif ou les personnes qui sont dépendants, tous ils sont bienvenus sur Psychoactif et tous ils ont quelque chose à dire. Ouais. Voilà, il ne doit pas y avoir de rivalité Mm. entre chaque type d'usage, sachant que la stigmatisation entraîne des rivalités. On est Mm. toujours le mauvais usager de l'un de l'autre avec la Oui. stigmatisation. En Ouais. général, c'est les alcoolos, ah là là, les injecteurs, Ouais. voilà. Donc ça, c'est central dans le psychoactif, c'est qu'il n'y a pas de mauvais usagers. C'est un groupe d'entraide. Et puis le centre des psychoactifs, c'est quand même ce qu'on appelle le savoir expérientiel, c'est-à-dire que le savoir lié à l'usage. En fait, comment ça marche, psychoactif, c'est il y a une personne qui a une question sur son usage, mais il va poser sur psychoactif. Et puis derrière, il y a à cette question, d'autres usagers vont voir cette question et vont répondre, pas avec
une opinion, mais avec leur expérience. Ouais. Voilà, en disant, ah oui, toi, cette question, ben moi, j'ai cette question, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et puis, comme ça, il y a plusieurs personnes qui vont répondre avec leur expérience. Mm. Et la personne qui a posé la question peut se servir des différentes expériences pour les appliquer à la sienne. Voilà, Ouais. c'est comme ça. C'est le savoir expérientiel qui est le centre de psychoactif. Ok. Voilà. Ok, super. Et j'ai vu que vous parliez beaucoup aussi d'expertise usagère, si je ne me Ouais, trompe pas. c'est ça en fait, C'est c'est le ça. savoir Ok. expérientiel qui va plus loin parce que, ça c'est un peu plus précis, mais en fait, il y a deux types de savoir hein, sur les drogues. Il y a le savoir d'usage, le savoir expérientiel, et puis il y a le savoir médical, Mm. soignant. Voilà. Ok. Souvent, le savoir soignant écrase tout, Mhm. et c'est très difficile de laisser cohabiter ces deux types de savoir. Alors, dans les structures, c'est quasi impossible. Sur psychoactif, on donne vraiment la primauté au savoir expérientiel. Ok. Voilà. Et pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle, le savoir expérientiel perjectif, c'est le savoir expérientiel qui est reconnu par la communauté comme Ok. étant valide. C'est pas Ok. un savoir scientifique. Ok. Par exemple, Ok. je sais pas, c'est 50 mg de LSD, c'est la dose pour prendre la première fois du LSD. Mm. Ça, c'est ce qu'on appelle un savoir perjectif parce que c'est qui est reconnu Ouais. voilà, par la communauté, mais pas du tout par la science. Ouais, ouais. La science n'a absolument rien à voir là-dedans. Ouais. C'est ce que les autres ont testé et approuvé un petit peu dans C'est leur ça, consommation. Ouais. Ok. exactement. Voilà, et reconnu par la Ok. communauté. Ok. Voilà, ouais, ouais. C'est plus tabou de dire qu'on prend des champis qu'on boit de l'alcool. Enfin, c'est Ah, quand c'est même. ça. Mais non, C'est c'est même plus que ça. C'est-à-dire que c'est même ça Oui. reconnu socialement Ouais, quand on ouais, boit de ouais, ouais, c'est l'alcool. ça. C'est ça. Même si on n'en boit pas, on n'est même pas reconnu. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est même compliqué. C'est Voilà. un processus inversé. Ouais, ouais, ouais. C'est un processus inversé. Ouais. Voilà. Après, jusqu'à bon, qu'on soit dépendant, parce que là, le processus se Ouais. inverse aussi. Ouais. Parce que faut savoir boire de l'alcool, mais surtout pas en être dépendant. Ça veut dire que vous ne Ouais. savez pas boire, et du coup, la stigmatisation va s'abattre aussi sur vous. Ouais. Comme ça. Après, dans les drogues illicites et les pratiques, hein, il y a différents types. Enfin, la Ouais. stigmatisation, elle peut aussi monter en grade. Hein. C'est-à-dire que, bon, les psychédéliques, ça peut. Alors, en ce moment, en plus, il y a la seconde révolution psychédélique. C'est reconnu comme peut être reconnu comme un médicament. Bon. C'est un peu Et plus, puis, oui, il y a un peu plus une vision un peu cool oui, un peu de. cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, un peu cool. Bon, le cannabis, on appelle ça toujours la drogue douce, même là, c'est bien. Bon, mais il y a quand même de la stigmatisation, je dis pas. Hein. Mais là où les pratiques et les drogues où il y a le plus de stigmatisation, c'est quoi? C'est l'injection. C'est Ouais. vraiment le summum du. Là, vous dites que vous injectez, vous êtes déjà dans le caniveau pour les gens. Ouais, Je ouais. n'hésitez pas. Il y a beaucoup la consommation de crack maintenant avec quand même ce qu'on voit, les images qu'on voit de Paris, Stalingrad Mm. on appelle Zombieland. Hein, Mm. les consommateurs de crack sont vus comme des zombies, merci. Hein. Donc, ça veut dire pas humain. Mm. Entre, Ouais, 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 clairement. et puis, il y a aussi les addicts aux drogues illicites. Quoi. Ouais. Vraiment, ça, c'est aussi les derniers, voilà, c'est ceux qui sont dans la faillite morale, voilà, Mm. et qui n'ont pas su contrôler leur consommation. Et c'est vraiment sur eux que ça bat le plus la stigmatisation. Ouais. Souvent, en plus, c'est un package. Hein. Vous êtes addict, injecteur, consommateur de crack. Bon, Ouais. ça peut aller ensemble en plus. Hein. Mais c'est vraiment les addicts aux drogues illicites qui sont les plus stigmatisés, ce qui entraîne, en plus, qui est complètement contre-productif parce que ça entraîne des retards d'accès aux soins, Ouais. alors que c'est eux qu'on aurait besoin. Mais les personnes qui sont dépendantes se disent, mais en fait, les gens elles passent leur temps à se cacher. Et puis elles se disent, mais je vais aller dans un espace là où enfin, on va me stigmatiser, on va dire que je suis une mauvaise personne. Donc elles Mm. n'y vont qu'au dernier moment. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des années avant qu'elles franchissent le pas d'un que ça pas. Mm. Avant de, voilà. Donc sur tous les points, la stigmatisation, enfin, c'est contre-productif. Ouais. En De ce que je. plus, Ouais, vas-y. vas-y. Non, mais en plus, Vas-y. attends. Allez-y, allez-y. Non, mais juste, en plus, il faut quand même dire, parce que soi-disant, c'est fait pour que euh, baisser la consommation de drogue illicite, Ouais. sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de consommateurs de drogue illicite, donc Ouais. même ça ne marche pas. Ouais. Voilà,
Bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu le truc de, bah, c'est pas parce qu'on l'interdit que les personnes ne vont pas le faire. Elles vont trouver un Oui, moyen de le faire, mais oui, différemment. Donc, ouais, ouais. ah oui. Et puis on sait que sur les drogues, ça fait depuis la nuit des temps, il y a eu de la consommation de drogue. C'est-à-dire, Ouais. depuis que l'homme est l'homme, il y a eu de la consommation de drogue. Donc on n'arrêterait pas on n'arrêtera pas cette consommation. Je veux dire, ça fait partie de l'être humain de pouvoir changer son mode de perception, d'être voilà, de pouvoir créer du lien social grâce à ça, de pouvoir être créatif grâce à ça, de pouvoir soulager les souffrances grâce à ça. Enfin, Ouais. voilà, c'est depuis que l'homme est l'homme. Pour parler un peu plus précisément de la kétamine ou d'autres Oui, substances, hein, mais on oui, voit que justement les usages bougent et qu'il y a quand même une prise de conscience de ah, ça peut être autre chose. Nous, oui, on a compris oui, aussi avec les recherches qu'on a pu faire que bah, justement la kétamine pour les dépressions résistantes, oui, oui, ça pouvait servir ou même pour d'autres types de personnes comme oui, des personnes qui ont un syndrome d'Asperger ou quelque chose comme ça. En fait, ça va oui, venir traiter oui, quelque chose que les antidépresseurs ne sont pas du tout capables de traiter. oui, 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 Et, oui. est-ce que, par exemple, par rapport à la kétamine, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette substance-là? Qu'est-ce qui... Oui. Ouais, alors ouais, donc c'est vaste parce que à la Ouais, fois oui, ça permet de traiter des choses qui n'étaient pas traitées avant, ouais, comme par exemple les dépressions résistantes. ouais. Sauf que, par exemple en France, par exemple pour les dépressions résistantes, les dépressions résistantes en France, c'est extrêmement dur d'intégrer des hôpitaux, des protocoles. Mm. Et donc nous, Ouais, par exemple, il y a des usagères sur psychoactifs qui ont pu le faire une fois, ouais, mais elles n'ont plus accès à ces protocoles, et donc du coup, elles le refont toutes seules, chez elles, ouais. sans contrôle. Mm. C'est ça le problème, Ouais, c'est-à-dire c'est ça qu'il le problème. y a tellement peu en France de gens qui aident là-dessus que les gens sont obligés de le faire à côté Ouais. Ouais, et de et c'est prendre là des où risques. ça devient plus risqué. Ouais. Ah oui, bah, parce qu'il y a Bah plus oui. de contrôle. Ouais. Et les gens, on a un tel bénéfice des premières sessions qu'ils se disent, Mm. mais c'est hors de question Ouais, c'est ça. que j'abandonne ce bénéfice et elles veulent continuer. Mm. C'est normal. Je veux dire, Ouais. mais c'est tellement difficile en France d'aller dans un protocole. Il y a quand même encore beaucoup de méfiance vis-à-vis Ouais. de la kétamine. Mais ça aide aussi sur plein d'autres choses, hein. La kétamine, ça aide par exemple à réduire les doses d'opiacés, Ouais. que ça soit pour les substitutions ou pour les traitements de la douleur. Parler des bénéfices, enfin des bénéfices, oui, Oui, de la kétamine plus précisément et oui, de ce que ça peut apporter, etc., etc. Et qu'en fait, du fait que certaines personnes ont accès une fois à une oui, thérapie et que du coup, ouais, après, vu qu'ils y ont plus accès, ils le font ouais, chez eux, ils sont livrés oui, un peu eux-mêmes oui, là-dedans. oui, 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 oui. Donc, Mm. ouais, que c'est comme ça aussi que certains problèmes peuvent se passer. Enfin, je parlais à titre plus personnel, Oui, mais moi, j'avais oui, vu justement oui, j'ai souffert d'anorexie et il y a eu beaucoup de... On a testé pas mal de trucs et moi, il n'y avait pas grand-chose qui marchait. Et j'avais vu oui, justement qu'aux États-Unis, ils testaient ah, les champignons, la MDMA, oui, le oui, LSD. Et en fait, je me disais, c'est dommage quand même qu'on en soit obligé de se cacher justement pour mm, essayer de faire ça oui, chez nous, oui, au lieu d'avoir des expérimentations un peu plus mm, encadrées qui font un peu moins oui. peur, quoi. Ouais, mais carrément, en ce moment, il y a beaucoup aussi avec le microdosing de LSD, par Ouais. exemple. Mm. C'est vraiment un truc à la mode où bah, le LSD est connu pour pouvoir aussi agir sur les dépressions. Bon, même s'il n'y a pas des études solides, ok, d'accord, mais en fait, sauf qu'en France, il y a très peu d'instituts qui font ça, et du coup, bah, les usagers le font eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Il y a il y a plein de protocoles sur le microdosing de LSD et de psilocybine, hein, d'ailleurs, Ouais. les deux. On est très en retard là-dessus. Nous. Enfin, il y a toujours cette peur hein, Ouais. de ces drogues, en fait, hein. Mm. Vraiment, sur le MDMA, je sais même pas si en France on a commencé une étude là-dessus, par Ouais. exemple. J'ai vu aussi que vous aviez coécrit Salle de Ouais, shot, ouais, je ne m'abuse. J'allais dire oui, militer, mais du coup, c'est plutôt, vous avez oui, été un activiste pour ces ouais, dispositifs. oui, c'est ça. Euh, pourquoi c'est encore si difficile à faire accepter malgré toutes les données, les exemples? Ouais. Enfin, j'ai l'impression que sur ça, pour le coup, il y a quand même, ailleurs en tout cas, il y a quand même des choses encourageantes. Bah, en fait, dans tous les pays européens, il y a des salles de consommation, salles Ouais, de shoot, salles de consommation. Il y a plus de 100 salles de consommation shoot en Europe et dans le monde. Il y a des études depuis plus de 40 ans. La première, c'était en 87 à Berne.
Il y en a en Allemagne, vous avez en Espagne, en Suisse, en Hollande, en Norvège, en Luxembourg. Enfin, mais voilà, il n'y en avait pas en France. La question des salles de shoot, elle pose directement la question de la consommation, puisque Ouais. c'est un endroit où on va autoriser une consommation qui est illégale par ailleurs. Alors même l'extrême droite, par exemple, ou la droite, hein, ça ne les dérange pas qu'il y ait des carudes et des xavas. Ouais. Du moment qu'on ne consomme pas à l'intérieur de ces structures. Hein, parce que vraiment, on rejette enfin, voilà, on parle pas de consommation, on parle d'arrêt ou on Mm. Mais en fait, est gênant pour eux, alors le shoot, quelque part, ils ont raison, c'est que ça vient poser un coin dans la prohibition. Mm. C'est un endroit défini par décret où là, on peut avoir de l'héros, enfin, un- quelques grammes d'héros, quelques grammes de crack, et le consommer sans se faire arrêter. Voilà. Mm. Donc, c'est un petit endroit de anti-prohibition de dépénalisation, quoi. Ouais. Voilà, en ça, c'est ça qui les gêne, en vrai. Ouais. C'est ça, ce qui est cette consommation, finalement, qui soit autorisée. Mm. C'est, voilà, même si elle l'est autorisée, encore une fois, pour des questions sanitaires, pour lutter contre le VIH, pour lutter contre l'hépatite C, pour moi, ça, c'est la théorie. Mais en vrai, ce qui est important dans les salles de conso, c'est ce qui est pas dit. En tout cas, par les moi je l'ai un peu dit en tant qu'activiste, mais c'est pas ça qui marche. C'est en fait, c'est que ça rend la citoyenneté aux usagers de drogue. Ouais. Voilà, ça les intègre dans la cité. Mm. Voilà. Et ça intègre les plus précaires des précaires dans la cité, à la Ouais. place qu'ils soient dans les chiottes, dans les Ouais. toilettes publiques, dans les cages d'escalier. Putain, ils ont un endroit à eux où ils peuvent consommer. Ouais. C'est ça qui est vraiment important dans les salles de conso. C'est cette réintégration d'usagers dans la cité, Ouais. moi je trouve. Hein. Et Ouais. c'est pour ça que moi je l'ai fait. C'est pour ça que bah, on a créé ce débat, qu'on a écrit ce bouquin. Hein. Ouais. La réduction des risques, normalement, il y a Anne Coppel alors Anne Coppel, c'est la créatrice de la réduction des risques en France. Ok. Et elle a son bouquin sur l'histoire de la réduction des risques s'appelle Peut-on civiliser les drogues? Mm. Pour moi, la réduction des risques, c'est civiliser les drogues. Ok. C'est pour ça. C'est ça que il y a la question de la citoyenneté qui est pleine et entière avec la réduction des risques. Ok. C'est-à-dire que la réduction des risques, c'est pas que les risques sanitaires, mais c'est aussi de faire de l'usager de drogue un citoyen, comme Ouais. les autres. Donc, ça veut dire lutter contre la prohibition, contre la pénalisation, contre la stigmatisation. Voilà. Vous parlez souvent de Ouais, régulation plus que de ouais, dépénalisation. ouais. Pourquoi c'est une nuance importante? Parce qu'en fait, dépénalisation, ça veut juste dire ne plus aller en prison parce qu'on consomme. Ouais. La régulation, c'est mettre en place tout un système qui va de la légalisation, euh, voilà, la mise sur le marché de produits, le contrôle de ces produits, comme il y a avec l'alcool, ou Mm. avec le tabac, ou avec les médocs. C'est Mm. ça la régulation, et c'est avec toutes les drogues. Voilà, donc vraiment, Ok. un, c'est sûr qu'il faut la dépénalisation, faut arrêter que les gens soient menacés de prison ou aillent, enfin, ou soient condamnés à de la prison ferme parce qu'ils consomment, parce Ouais. que ça se passe toujours en France, Ouais. et ça se passe chez qui? À nouveau, chez les personnes qui sont le plus précaires. Bien sûr, ils sont dans la rue. Les policiers n'ont qu'à les cueillir. Hein. Et moi, du coup, je suis un Xapa, mais j'ai aussi 20 appartements de personnes issues de la scène de crack parisienne. C'est des personnes, ils font 2 mois, 4 mois de prison, tout ça. Parce qu'ils sont prêts à consommer du crack. Et Ouais. comme ils sont récidivistes, eh ben, on va sûrement pas leur accorder un bracelet, rien du tout. Ouais. C'est cette population qui en prend le plus. Mm. Voilà, donc, oui, je sais plus pourquoi je disais ça, mais C'est une nuance cruciale entre dépénalisation et régulation. Parce que oui, ça va plus loin que ça, ouais. la dépénalisation, bien sûr, il faut. Et pour tout dire, enfin, on est un peu les abrutis de l'Europe, c'est-à-dire, euh, dans la plupart des pays européens, maintenant, c'est dépénalisé et la possession pour usage est dépénalisée. Ouais. Nous, on a en plus l'usage qui est pénalisé en tant que Mm. tel et la possession pour usage. Ouais. Donc, en Ouais, fait, de toute façon, quand vous usez, vous possédez, de toute façon, vous avez les deux. Hein. Donc, ouais.
À nous, le Mais blocage, il est autant culturel que légal, hein. C'est... oui, 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 non, mais il est très culturel. Moi, je trouve Ouais, il ouais, est très culturel. Euh, je, je sais, enfin, je sais pas, on est un peuple, je sais pas, parce que par exemple, même enfin, l'Espagne, les pays qui sont soi-disant pratiquants, tout ça, ils sont bien plus en ouais, avance ouais. sur nous. Euh, c'est vrai que enfin, c'est une question, hein, de savoir comment, pas résolu, hein, dans le milieu, hein, comment essayer d'engager ce processus de dépénalisation. Ouais, Ça arrivera certainement pour le cannabis. ouais, Je veux dire, il y a l'Allemagne qui a légalisé quand même à ouais. côté. C'est vu comme une drogue douce, c'est plus facile. Hmm. Mais moi, ce que j'ai pas envie, c'est que euh, eh ben, on légalise le cannabis, puis que ben, les restes continuent à être pénalisés, quoi. Ouais, parce qu'il y Parce a que toujours ce vraiment, truc drogue douce, drogue ouais, dure. Enfin, ouais, il y a vraiment ouais, cette hiérarchie. En fait, il y a encore la hiérarchie, et tant qu'il y aura la mais hiérarchie, oui, bah, c'est juste, ça devient un oui, peu comme l'alcool. C'est OK parce oui, que maintenant c'est légal, mais oui, ouais, le reste, exactement. Bah ouais, ouais, ça ouais, règle pas ouais, le problème de fond. Vous qui êtes du coup en contact direct avec ouais, les humains, ouais, enfin là où souvent les médias parlent de stats, hein, de stats et ouais, de ouais. stigmatisation, qu'est-ce qui vous touche le plus justement dans les récits des personnes que vous pouvez côtoyer, rencontrer? Euh, Ce qui me touche le plus, bah, en fait, c'est que enfin, dans ce que renvoient, je trouve, les médias et tout ça, c'est que euh, c'est- ils renvoient des mauvaises images de ces personnes, Ouais, notamment pour les personnes très précaires, ouais, les personnes qui utilisent du crack, tout ça. Et en fait, enfin, je veux dire, c'est des personnes comme, enfin, comme vous et moi, c'est moi, enfin, ouais, et c'est ça qui presque me touche le plus. Enfin, vous faites ces personnes des bêtes alors qu'en fait, enfin, ils sont merveilleux, quoi. ouais, ouais. Ils sont, Bah, il y a une vraie déshumanisation ouais, oui, des usagers, ouais. exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est la stigmatisation, en fait, c'est la déshumanisation. La déshumanisation. Ah oui, Ouais. bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui. Voilà, ben, ce qu'on voit, c'est que quand on leur donne un appart, un accompagnement, mais en fait, alors ils n'ont pas la vie de. Je parle des personnes qui utilisent de crack, ils n'ont pas la vie de vous et moi. Ils vont aussi sur la scène de crack parce que aussi c'est leur lien. Ils retrouvent leurs potes, tout ça, mais du coup, ils se reposent à leur appart. Ils entretiennent aussi leur appart. Ils ont un peu deux vies, quoi. Euh, mais en fait, voilà, ils demandent juste à avoir une vie, pouvoir vivre normalement, quoi. À pas être arrêté tous les 2 semaines, et aller en prison tous les 2 mois, quoi. Ouais. Ouais, Oui, oui, pour avoir consommé ou ouais, avoir été en possession de drogue, alors qu'il y a ah des oui. violeurs qui sont en liberté, quoi. Mais oui, voilà, c'est Il y ça, a deux ça. poids, deux mesures. Ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, 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 c'est infernal. Ouais. Pour finir un peu, où est-ce qu'on peut suivre votre travail sur Psychoactif, du coup? Alors, quel travail? Oui, Oups. alors, il y a Psychoactif, mais Ouais, oui. Euh, Bah, du coup, j'ai bien de finir d'écrire un autre bouquin ok, qui, réédition, c'est l'aide-mémoire sur la réduction des risques, ok, qui va sortir dans quelques mois et qui reprend un peu tout ce qu'on a discuté là sur ok, En fait, j'ai écrit avec, je ne sais pas si vous connaissez la dicto, mais avec deux soignants un peu connus qui sont Jean-Pierre Coutron et Alain Morel. ouais, Et donc, tout ce qu'on a discuté là sur les bénéfices, le savoir expérientiel, la stigmatisation, c'est dans ce bouquin. ok, On a pu enfin intégrer tous ces nouveaux concepts là dans un bouquin. Et ok, donc, j'ai hâte qu'ils sortent parce que c'est tout ce qu'on a bossé ces dernières années sur ouais, Psychoactif est là-dedans. cool, Ah, donc, et d'ailleurs, toute l'équipe de Psychoactif a pu écrire dans ok, ce bouquin. Voilà. ok, cool, C'est chouette, c'est vraiment super. chouette. Ouais. Euh, Super, bah écoutez, merci beaucoup. ouais, bah Merci merci. beaucoup Merci pour beaucoup. cet échange.